Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler des transferts, dernière vidéo transfert de cette année 2025. On va revenir un petit peu sur les derniers contrats qui ont été signés dans ce mois de décembre. La dernière vidéo, c'était le 24 novembre dernier. On parlait à ce moment-là de l'arrivée de Geoffrey Bouchard du côté de l'équipe Total Energy. Et bien depuis, il y a d'autres coureurs qui ont réussi à trouver un contrat, parce que c'est vrai que début décembre, on avait encore des équipes qui avaient seulement 23, 24 coureurs du côté du World Tour. Je pense à Ineos, je pense à EF. Depuis, on va dire que tout est un petit peu rentré dans le rang. On fera également un point sur les coureurs sans contrat pour le moment, que ça soit du côté du garçon et du côté des filles. Également, du côté des filles, il n'y a plus vraiment de grands noms qui n'ont pas de contrat. Donc voilà, avec ces recrutements, on va dire, de dernière minute, et notamment une information qui est arrivée ce matin, qui est toute chaude, voilà, elle est sortie du four. Ils ont attendu le 25 décembre pour annoncer cette information le 26 comme une sorte de cadeau d'anniversaire. Pas vraiment pour l'équipe Picnic, mais plutôt pour l'équipe Ineos. Vous verrez ça en fin de vidéo. Petit teasing. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel recrutement vous intéresse, quel recrutement vous trouvez ça un petit peu bizarre, particulier. Si vous avez les moyens, vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également booster cette vidéo, ça c'est sur mobile, et c'est à côté du bouton pouce bleu. Et puis, vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube. Je précise que d'ici la fin de l'année, sous condition que j'ai le temps, mais l'objectif, c'est qu'il reste encore 3 top 10. Les top 10 qui restent, c'est le top 10 moment marquant, que j'ai fait, pour tout vous dire, un petit peu quand même à l'arrache. Donc j'ai peut-être oublié des éléments, mais j'espère pas. Il y a le top 10 des révélations qui va encore être enregistré, et le top 10 des moments énervants. Voilà. Plus la présentation de la Vuelta. Ça serait si tout se passait extrêmement bien, ce qui risque de pas être le cas. S'il y a un top 10 qui doit sauter, c'est le top 10 des moments marquants. Mais l'objectif, c'est de faire tous les top 10. Sinon, c'est la présentation de la Vuelta qui se fera peut-être un petit peu plus tard, début janvier. Mais l'idée est de tout caler d'ici le 31 décembre. Donc ça va être un petit peu showtime. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo du côté des transferts. Les premiers noms qui sortent tout de suite. Eh bien, Valentina Cavallard qui passe de l'Arkea, qui, je rappelle, s'arrête et qui rejoint la SD Works. Alors, Valentina Cavallard, qu'on avait découvert un petit peu sur le Tour de France. Je rappelle qu'elle a une histoire un petit peu sympathique. Valentina Cavallard, elle vient de l'Aviron. C'était une athlète qui faisait de l'Aviron, qui a même été, je crois, au jeu en Aviron, et puis qui a décidé de changer de carrière, de passer du côté du cyclisme. Et ça s'était très très bien passé pour elle en 2024, où elle avait eu vraiment des super résultats, notamment sur le Tour de France, où elle avait fini 22e du général, mais 7e de l'étape de l'Alpe d'Huez. Et puis elle avait été performante également sur le Tour féminin international des Pyrénées, où elle avait pris la 2e place de cette épreuve. Alors 2025, ça a été, je dirais, un petit peu plus compliqué sur certaines courses. Pas de chance, elle a été performante en fait sur les courses que je n'ai pas vues, notamment sur le Tour du Burgos où elle a pris la 8e place. Également, si, pourtant je l'ai vu, le Tour international des Pyrénées, mais j'avais oublié qu'elle avait fini 3e de cette course. Également championne nationale d'Autriche, mais dans la catégorie montée. Voilà, savoir que dans certains pays, vous avez des championnats nationaux de course de côte, on va dire ça comme ça, et elle a obtenu ce titre qui ne sont pas reconnus par l'UCI. Voilà, du côté de Valentina Cavallard, c'est une belle recrue pour SD Works, parce qu'on est sur une très bonne grimpeuse, Valentina Cavallard. Est-ce qu'elle sera là pour épauler Anna van der Breggen, ou peut-être pour préparer l'avenir également, parce qu'elle n'a que 24 ans, elle aura 25 ans l'an prochain, vu qu'elle est du mois de mars, donc ça va être intéressant à suivre du côté de Valentina
Valentina Cavallard, mais qui a encore énormément de progrès forcément à faire parce qu'elle est arrivée assez tard dans le milieu du cyclisme. On poursuit avec Thorsten Trahen qui retourne à la maison, qui retourne chez Uno X, ça avait été un coureur de Uno X, qui avait rejoint la Bahreïn quand la Uno X s'était un petit peu agrandie, quand la Uno X avait eu vraiment l'intention de monter en World Tour, ce qui avait été plutôt surprenant. Et puis chez Bahreïn, je dirais qu'il n'a pas été aussi efficace qu'il pouvait l'être chez Ono X. Alors je rappelle que lui aussi, il a une petite histoire, qu'un contrôle antidopage lui a permis de détecter un cancer des testicules qui a été pris extrêmement tôt, mais ce qui fait que ça avait un peu gêné une de ses saisons chez Ono X. Mais c'est vrai qu'on c'était un profil grimpeur intéressant. Chez Bahreïn, il y a eu des victoires, hein, notamment je pense au Tour de Romandie, mais c'est un coureur qui est énormément tombé aussi du côté de la Bahreïn et qui a pas réussi forcément à trouver la bonne carburation pour tenir toute la saison. C'est-à-dire qu'il y a eu des coups d'éclat du côté de Thorsten Trahen, des beaux coups d'éclat, mais je dirais que sur l'entièreté de la saison, ça n'a pas forcément été fantastique du côté du coureur norvégien. Et puis Joseph Cerny, lui, retourne en continental dans l'équipe tchèque, l'équipe Casper Crypto Formi, qui est une équipe continentale. Lui, le coureur de la Soudal Quickstep qu'on avait vu rouler, notamment on l'avait vu rouler dans quelle course? Je m'en souviens, où il avait été pas mauvais. C'était peut-être le Brantonico sur le Giro cette année, mais je l'avais vu cette année sur le Giro où il avait été performant, mais c'est vrai que sur l'année, hein, on voit que ça fait depuis 2-3 ans qu'il a un peu disparu. Joseph Cerny qui était passé par la CCC aussi pendant plusieurs années. Donc là, il retourne à la maison dans l'équipe Casper, qui est une équipe assez connue en République tchèque. Hein. C'est une équipe, on va dire qu'elle a depuis une bonne vingtaine, peut-être même trentaine d'années en continental. Ça fait partie de ces grosses structures de continental. Et puis on a également Michele Gazzoli qui rejoint l'équipe Solution Tech. Bon, Michele Gazzoli, on va pas se mentir que depuis qu'il a été contrôlé pour dopage, les résultats sont pas forcément exceptionnels. Il était revenu fort sur les premiers mois après son contrôle antidopage. Notamment, il avait remporté, je crois, dès le deuxième jour de course, une étape sur l'Arctic Race of Norway, ce qui avait fait un petit peu parler. Mais en 2024 et 2025, ça a été très compliqué. Notamment, je regardais ses résultats en 2025, parce que j'ai potassé un petit peu avant d'enregistrer cette vidéo. Il a quand même enchaîné les abandons, notamment sur le mois d'août et septembre. Abandon à la Bretagne classique, au Giro del Toscana, au Grand Premio Città e Peccioli, la Coppa Sabatini, au Memorial Marco Pantini, au Trofeo Matteotti, pardon, au Grand Prix d'Isberg. Faut le vouloir quand même pour abandonner au Grand Prix d'Isberg, au Omloop van het Heugeland et également à la Sparkassen Musterland Giro. Et en termes de résultats, bon, ça n'a pas été vraiment folichon sur l'année avec beaucoup d'abandons. Et je crois que sa meilleure place, ça doit être une 19e place. Voilà, sur une étape du Tour de Pologne. Donc c'est vraiment loin d'être exceptionnel du côté de Michele Gazzoli par rapport à une époque. Certains diront, c'est peut-être parce qu'il a été pris par la patrouille que désormais les résultats sont moins bons. Et puis on termine avec Tobias Müller, qui n'est pas le frère, je ne pense pas qu'il y ait un lien de parenté avec le joueur du Bayern Munich, qui je crois n'est plus au Bayern Munich, qui a pris sa retraite depuis le champion du monde 2014. Mais du côté de Tobias Müller, qui a fait les frais de la fusion entre la Lotto et l'Intermarché. On avait expliqué que cette fusion allait entraîner des conséquences pour les équipes 1, forcément, hein, parce qu'il n'y a que 30 places, on avait 2 effectifs à plus de 25 coureurs, donc il allait forcément avoir de la casse, mais également dans l'équipe réserve, parce que la Lotto avait une équipe réserve, l'Intermarché aussi, donc ça allait avoir de la casse. Lui, il s'en sort plutôt bien, parce qu'il a eu également des bons résultats. Il va rejoindre la Unibet, qui a quand même le don de repérer des coureurs jeunes, talentueux, vainqueurs du Grand Prix Cerami. Ça, c'est quand même un bon coup de la part de l'équipe
franco-néerlandaise, on va le dire ça comme ça. La licence est française, mais on sait très bien qu'il y a quand même un attachement important aux Pays-Bas. Vainqueur du Grand Prix Cerami, deuxième du Grand Prix Rick Van Looy, du côté de ce coureur allemand qui a 21 ans, mais qui n'était pas, qui n'a ni participé au championnat d'Europe, ni participé au championnat du monde, qui n'était pas son profil de course, parce que c'est plutôt un sprinter. Ça va lui permettre peut-être d'apprendre avec Dylan Groenewegen et surtout Marcel Kittel, qui, je rappelle, sera à la direction sportive du côté de cette formation. Mais voilà, pas mauvais sprinter. 8e, par exemple, de la Youngster Coast Challenge. On sait, dans les équipes, dans les épreuves junior espoir, ça fait partie des épreuves importantes. Et puis, deuxième également du Het Nieuwsblad. Donc, pas mauvais sur les classiques pavés du côté de ce coureur allemand. On poursuit avec Fernando Gaviria. Je le trouve qu'il a de la chance quand même, Gaviria, parce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo, pour moi Gaviria, il allait retourner en Colombie. Voilà, je vous avais dit, pour moi, il va courir en Continental, parce que c'est vrai que chez Movistar, notamment la dernière année, a quand même été assez mauvaise, il faut bien le dire, et ça fait depuis quelques temps qu'il a quand même pas réussi à claquer une course avec une grosse opposition, Gaviria. Je suis assez surpris de le voir chez Cara Rural. Je suis assez surpris déjà que Cara Rural lui offre un contrat, parce que je suis pas sûr que ça soit le coureur le moins cher. Alors peut-être que Gaviria c'est un peu bradé pour continuer à courir en deuxième division. Je trouve quand même qu'il a de la chance, on va dire Gaviria, de tomber dans une équipe qui potentiellement peut faire le Tour d'Espagne, parce que je rappelle que comme Euskaltel est hors limite du top 30, ça laisse de la place forcément pour une équipe avec Kern Pharma, et ça pourrait laisser la place à la Cara Rural. Et puis c'est plutôt de belle opportunité pour lui au niveau du calendrier espagnol. Ça va peut-être lui permettre de se refaire un petit peu la cerise dans des courses où parfois on est un peu moins de sprinter, vu qu'on est sur des courses qui sont punchy, et pourquoi pas essayer d'en claquer une belle cette année du côté de Gaviria. Mais je trouve quand même que par rapport à ce qu'il nous a montré sur les derniers mois, c'est plutôt chanceux d'avoir réussi à avoir ce contrat-là du côté de Gaviria. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on retrouvera le Gaviria qu'on a connu il y a maintenant 5-6 ans, presque, qui était très costaud, notamment chez Soudal Quickstep, ou est-ce qu'on aura le Gaviria un peu plus en difficulté chez Movistar? Il y a eu quelques coups d'éclat encore une fois, mais c'est vrai que ces derniers temps, il avait quand même du mal à rentrer dans les top 5 sur les courses importantes du calendrier. On poursuit au niveau des informations. Des informations autour de Ineos. Je ne sais pas si vous avez vu, Ineos a annoncé son nouveau maillot, le premier véritablement maillot avec la Total Energy. C'est assez particulier. On en reparlera lors de la présentation de l'équipe au mois de janvier. Mais Geraint Thomas, donc, qui rejoint la structure, qui reste dans la structure britannique, mais désormais plus dans un rôle de coureur, dans un rôle de directeur sportif. Il va un petit peu chapeauter notamment Kevin Vauquelin. Normalement, Geraint Thomas, et ça sera un petit peu une sorte de manager général, on pourrait dire ça comme ça, du côté du coureur gallois, parce que je pense que Dave Bradford avait pris un petit peu de recul dans la structure britannique, et il est venu avec des coureurs, notamment Elia Viviani, qui va également gérer le pôle piste, en sachant qu'il gérera également, il sera sélectionneur de l'Italie à la fois sur la route et sur la piste, donc il va avoir un emploi du temps extrêmement chargé. Elia Viviani, et surtout je pense que Filippo Ganna va le croiser très souvent. Viviani, à la fois ils vont être souvent ensemble, Viviani et Ganna, dans les prochains mois, parce qu'à la fois sur la piste, à la fois sur la route, à la fois également dans l'équipe d'Ineos. Je pense qu'il sera là pour gérer les sprints, notamment avec un recrutement d'un sprinter qui vient d'Océanie du côté d'Ineos. On va y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et puis,
Troisième recrue du côté du staff, c'est l'arrivée de Daryl Impey. Daryl Impey qui était chez Israël première tech ces derniers temps en tant que directeur sportif, car il avait fini sa carrière chez Israël, mais avec le changement dans cette formation et puis enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de changements ces derniers temps. Peut-être qu'on ne voulait plus de Daryl Impey ou peut-être qu'il ne voulait pas rester dans la structure es- israélienne mais qui est devenue suisse mais avec un sponsor espagnol. C'est un petit peu compliqué leur affaire quand même. Du côté de Daryl Impey, j'avais oublié qu'il avait été coéquipier de Geraint Thomas du côté de la Barlow World. Daryl Impey, voilà. Donc pas mal de recrutements du côté d'Ineos pour le staff, pas mal de changements du côté du staff d'Ineos. L'arrivée de Binyam Girmay chez NSN, donc la nouvelle appellation d'Israël. Première tech, contrat de 3 ans du côté de Binyam Girmay. C'était un secret de Polichinelle. On avait entendu la rumeur depuis quelques jours et puis on avait eu un message d'Intermarché sur le compte officiel d'Intermarché quand ils avaient, avant d'annoncer leur coureur du côté de cette équipe Intermarché Lotto, enfin Lotto Intermarché, je crois que c'est dans ce sens-là, où ils avaient fait un message de au revoir pour Binyam Girmay. On savait depuis quand même quelques semaines qu'il y avait cette rumeur insistante comme quoi il irait dans cette formation, même si à un moment il y avait peut-être un revirement de dernière minute avec la UAE. Non, il a décidé d'aller chez NSN. Il y aura quand même quelques sprinters. Je pense notamment à Ethan Vernon qui a un profil sprint qui passe un peu les bosses. Alors c'est voilà, ça peut aussi être assez similaire au final à Binyam Girmay, Jake Stewart également qui est dans cette formation, donc ils vont avoir pas mal de sprinters chez NSN, ça va être dur, hein, ça pendant toute l'année. On verra quand même les résultats de cette formation parce que on a quand même eu du mal à recruter un petit peu du côté de cette formation. On poursuit avec l'équipe NSN qui récupérera les vélos Scott. Les vélos Scott qui, ça fait plusieurs années qu'il y a un changement, on va dire, assez important chez Scott. Ils étaient chez Picnic. Picnic les a remplacés par Lapierre, donc ils sont allés chez Q36.5, mais Q36.5 les a remplacés par Pinarello. Donc ils rejoignent la NSM qui n'avait plus de contrat avec la Factor, Factor qui avait décidé de se retirer. Ça fait partie des multiples sponsors qui ont décidé de se retirer, on va dire de changer leur veste de sens quand il y a eu voilà beaucoup de morts en Israël. Ils ont quand même attendu beaucoup de temps avant de partir Factor au moment du conflit israélo-palestinien. Autant vous dire que voilà, c'était plus une question de faux cuterie, comme je dis assez souvent du côté de ces sponsors, parce que ça les a pas gênés pendant un an et demi. Tiens, au bout d'un an et demi, tout d'un coup, ça les gêne. Un petit peu ridicule et pour le moment, Factor n'a pas de contrat, je crois, avec une équipe de deuxième division. Hein. Je crois qu'il y a en première division, pour moi, il n'y a plus de place de toute manière, mais je crois que même en deuxième division, ils n'ont pas de contrat pour le moment, Factor. Enfin, je crois me rappeler. On poursuit avec également Mérida qui quitte la Bahreïn. Ça, c'était annoncé depuis longtemps. Mérida qui avait participé à la création de l'équipe. Il faut se rappeler, c'était Bahreïn Mérida avant que ça se transforme en Bahreïn Victorious, mais qui va récupérer les vélos d'Arkea, les vélos Bianchi, ce qui va être pas mal pour Lenny Martinez, parce qu'on sait que Kevin Vauquelin avait fait un énorme travail sur le vélo de contre-la-montre, et qu'il y avait eu pas mal de travail d'effectué par les coureurs d'Arkea pour améliorer les vélos Bianchi, donc ça va peut-être permettre à l'équipe Bahreïni de faire des progrès, et notamment à Lenny Martinez, pourquoi pas, de gagner encore un petit peu de temps du côté des contre-la-montre pour pourquoi pas viser des bons classements généraux, mais pour ça il faudra de la régularité.
On poursuit avec quelques informations transferts de nouveau. Tom Paco qui a pris sa retraite, hein, il a fait les frais de la fusion avec entre Intermarché et la Lotto. Arne Marit, lui, rejoint la Red Bull Borans-Grohe, peut-être pour lancer des sprints du côté d'Arne Marit. Ça sera autour de Jordi Meus, hein, je pense, son travail du côté du coureur belge. On a également la jeune Nienke Winke qu'on avait vue performante sur le dernier Tour de France qui rejoint la SD Works. Elle était chez Picnic. Alors Picnic, il y a quand même des incertitudes chez les garçons, mais chez les filles, ils ont perdu également quelques concurrentes ces dernières années, entre Juliette Labousse l'an dernier et désormais Nienke Winke, qui était quand même peut-être leur nouvelle tête d'affiche. C'est pas très rassurant du côté de la structure néerlandaise. On y reviendra quand on parlera du transfert d'un autre coureur. Mais voilà, Nienke Winke qui rejoint donc la SD Works. Belle recrue pour la SD Works, ça aussi, on travaille pour l'avenir avec Valentina Cavallard, deux filles jeunes. Et c'est vrai que Nienke Winke, je pense que c'est la nouvelle pépite peut-être du cyclisme néerlandais. On le rappelle, vainqueur du classement des jeunes du Tour de France, malgré quand même seulement une 19e place au général. Et puis quatrième des championnats d'Europe. Espoir également cette année à 21 ans. Par contre, elle avait été en difficulté sur le Tour de l'avenir féminin cette saison, mais voilà, quelques places d'honneur du côté de Nienke Winke, donc qui rejoint la SD Works. On verra s'il y aura une progression. Contrat quand même jusqu'en 2028, donc on lui fait confiance du côté de l'équipe néerlandaise. Et puis on retrouve également deux petits jeunes, Amish Mackenzie qui rejoint la Jayco Alula, Amish Mackenzie qui rejoindra la Jayco Alula, mais dès l'année prochaine, il était dans la réserve de cette formation, l'équipe Hagens Berman Jayco, l'équipe d'Axel Merckx, mais qui est désormais la réserve de la Jayco Alula, coureur qu'on a déjà vu avec la Jayco sur la Crorès notamment, qui a également participé au championnat du monde Espoir cette année, 10e du contre-la-montre, et puis il a fait également le Tour d'Alsace et le Tour de Tasmanie, où il avait fini 5e en remportant une étape dans les épreuves nationales australiennes. Et puis, on a également Eymar Echeberria, pas confondre avec un coureur qui est passé chez Euskaltel, qui lui rejoint la Red Bull Borans-Grohe. Tiens, ça nous rappelle un petit peu Roger Adria, qui avait fait Carl Pharma, puis Red Bull Bora Hansgrohe, 5e du dernier Tour de Vendée, notamment, 4e du circuit de Getxo, 8e du circuit franco-belge également, vainqueur du Tour de Castille et Léon, ce coureur. Donc jeune coureur, plutôt sprinter, enfin coureur sprinter avec une grosse pointe de vitesse, Eymar Echeberria du côté de l'Espagne. On verra ce que ça donnera chez Red Bull Borans-Grohe, contrat de 2 ans pour ce coureur. On poursuit de nouveau avec la retraite de Veronika Evers, enfin retraite pour le moment. Une pause plutôt qu'une retraite du côté de l'américaine de 31 ans qui était chez EF, mais qui a indiqué bien qu'elle souffre de ce fameux syndrome REDES. On en avait parlé pendant le Tour de France Femmes, notamment avec Cédrine Carbaol, peut-être parce qu'elle avait une équipière qui était concernée par ce problème-là. Alors ça c'est, il faut quand même souligner du côté de Veronika Evers, elle l'a dit en interview, que ce n'est pas véritablement le cyclisme qui a raison de tous ces maux. En fait, elle avait déjà des problèmes avec la nourriture dans son enfance, mais le fait de devenir cycliste et la pression, on va dire, sur la nutrition qui est quand même assez importante, ça a un peu réveillé les démons en elle, et voilà, ce syndrome qui empêche d'avoir ses règles, qui provoque également des soucis au niveau digestif, plein de soucis aussi au niveau de la solidité des os, et donc Veronika Evers qui décide de faire une pause, le temps de retrouver une santé et de pouvoir récupérer un état physique important et intéressant déjà pour la vie de tous les jours. Après on verra pour le cyclisme du côté de Veronika Evers. De Koninck, il y a aussi des sponsors qui s'en vont et qui reviennent. De Koninck qui ne sera plus dans le naming à la fois de l'équipe Phoenix, à la fois de l'équipe Alpecin, vu que désormais l'équipe Alpecin s'appellera Appelseed Première Tech.
qui récupère le sponsor d'Israël. Donc du côté, ça sera même intéressant de voir comment le public espagnol réagira à ces sponsors qui ont travaillé avec Israël et qui sont désormais avec d'autres formations. Est-ce que ça les gênera? Est-ce que ça ne les gênera pas du côté du public espagnol, notamment sur le Tour de France et sur le Tour d'Espagne? On verra ça, on parlera de ce parcours du Tour d'Espagne. On a l'impression quand même que l'affaire Israël a eu des conséquences sur ce parcours. Mais De Koninck qui continuera à financer les structures. Voilà, donc c'est des changements de naming, mais l'équipe de Koninck sera toujours dans le financement de ces équipes. Et puis on termine avec la Coupe de France. Ça, c'était l'info du début du mois de décembre. La Coupe de France qui rejoint les antennes de Novo 19, la chaîne de Ouest France. Vous savez, la chaîne du canal 19. Pour l'instant, on va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose à regarder dessus, comme sur T18 en passant. Mais Novo 19, quand ils avaient annoncé la création de la chaîne, ils avaient dit « on va s'investir dans le sport ». Alors jusqu'à maintenant, on n'avait pas vu grand-chose. Ils vont récupérer les droits de la Coupe de France. Alors, les droits de la Coupe de France qui seront encore sur Eurosport. C'est-à-dire que vous pourrez soit suivre la Coupe de France sur Novo 19, soit sur Eurosport. Par contre, plus sur France 3 Régions, comme c'était le cas aujourd'hui et habituellement, les manches de Coupe de France qui étaient à retrouver sur France 3 Régions et sur la plateforme France Télé. Là, c'est terminé. Au niveau du calendrier, il y a une course qui disparaît pour le moment pour des questions financières, et le Trobro-Léon qui disparaît pour des problèmes de droit, car le Trobro-Léon appartient à ASO. ASO a un contrat d'exclusivité avec France Télévisions pour la diffusion en clair et avec HBO Eurosport. Donc le Trobro-Léon quitte la Coupe de France. Après, du côté de la Trobro-Léon, on aura peut-être un jour cette épreuve du côté du World Tour. Tout ce qu'on souhaite aux organisateurs de l'épreuve, parce qu'elle mériterait d'avoir un peu plus de coureurs, des listes de départ peut-être un peu plus de qualité encore. Donc voilà, fin du Trobron-Léon dans la Coupe de France pour le moment, mais retour d'autres épreuves. Et puis un gros changement pour le classement par équipe. Désormais, les équipes étrangères pourront participer à ce classement par équipe qui était réservé aux équipes françaises. Donc ça sera le grand changement, et notamment les coureurs étrangers dans des équipes étrangères qui pourront remporter les titres de champion de France. Donc voilà, changement des règles un petit peu du côté de la Coupe de France qui s'appelle désormais la FDJ United Series. Voilà, parce que chez la Française des Jeux en ce moment, on aime bien les anglicismes. Donc voilà, les changements du côté de cette Coupe de France qu'on retrouvera dès fin janvier avec le Grand Prix, la Marseillaise, le Grand Prix d'ouverture comme chaque année qui ouvre la saison française. Pas mal de prolongations de contrat également chez Ineos, hein. Je vous avais dit début décembre, l'équipe était à seulement 22-23 coureurs, donc forcément il fallait compléter les effectifs avec la prolongation de Ben Swift d'1 an, qui aura 39 ans l'an prochain, Ben Swift, donc jusqu'à fin 2026. Pareil pour Brandon Rivera, le Colombien. J'ai l'impression que dans ces prolongations-là, pour certains, je pense à Kim Hayduk, à Brandon Rivera, c'est qu'en gros, Ineos a tenté jusqu'à la dernière minute de trouver mieux sur le marché des transferts, et qu'en fait, ils n'ont pas réussi. Donc j'ai l'impression qu'ils sont prolongés presque un peu par dépit, parce qu'on n'a pas réussi à trouver mieux, et qu'en gros on a perdu des coureurs. Bon bah c'est déjà pas si mal, hein, c'est un peu Monsieur Goudinov peut-être, mais on a un peu ce sentiment-là, parce que c'est vrai que Brandon Rivera, pas forcément des résultats extrêmement marquants. Kim Hayduk, bon, il y a eu quelques performances en tant qu'équipier, mais il n'était pas véritablement recruté pour être équipier, Kim Hayduk au départ, mais on a l'impression que là, on n'a pas trouvé mieux. Puis Kwiatkowski qui prolonge de 3 ans. Alors moi, j'avais presque l'impression qu'il allait prendre sa retraite, Kwiatkowski, mais non, il prolonge. Et Lucas Hamilton également, prolongation de 2 ans. Kwiatkowski qui est toujours capable de faire des bonnes choses, hein, notamment, on l'a vu à la Classique ARAM, mais également quand il a placé Ben Turner
sur la Vuelta cette année, notamment lors de la victoire de ce dernier en France sur le dernier Tour d'Espagne. Voilà du côté des prolongations de contrat pour les équipiers de la Ineos. Florian Sénéchal, lui, quitte Arkea. 2 saisons galères chez Arkea pour le Français qui normalement devait travailler pour Arnaud Démare, mais qui a pas forcément réussi dans cette tâche-là. Et puis sur les classiques flandriennes, ça a été compliqué. Donc il aura pour rôle d'entourer Mathieu Van Der Poel, contrat seulement d'1 an. Pour Florian Sénéchal, donc il faudra montrer ce qu'on sait faire, voilà, du côté du français, rapidement. Et puis, du côté des recrues également, pour Alpecin Alpecin de Koninck, non, Alpecin Première Tech désormais. Maurice Ballerstedt, lui, revient dans cette équipe. Maurice Ballerstedt, c'est assez intéressant. Il avait été dans la formation, il était passé par l'équipe de développement de la Visma, et ensuite il était passé chez Alpecin de Koninck. 3 saisons sans résultat véritablement notable, donc pas conservé fin 2024, sauf que dans cette année, on va dire de transition, eh bien il a eu pas mal de résultats aux États-Unis et ça a certainement fait changer d'avis l'équipe belge, donc qui a décidé de le reprendre, contrat de 2 ans. On espère que voilà, ce coureur plutôt équipier pour les courses sur le plat arrivera à s'en sortir. Il avait fait 6e d'une étape de la Volta, ça remonte quand même en 2023, et puis 2e de la Ronde van Limburg, et puis il avait remporté une course dans ses jeunes années, c'était le Tour du pays de Montbéliard. Voilà, Maurice Ballerstedt. On poursuit avec Francesco Buzzato, le coureur qui rejoint également Alpecin. Il était chez Intermarché, il fait partie des victimes de la fusion. Et Buzzato, qui est passé par la réserve également de la Intermarché. Il avait remporté Liège-Bastogne-Liège chez les U23 à l'époque, et c'était en 2023. Il avait fait une bonne saison chez les Espoirs, chez Circus, ce qui lui avait permis de rejoindre l'équipe Intermarché. Jusqu'à maintenant, pas forcément des grands résultats, mais c'est vrai que autant vous avez des réserves, je pense à la Groupama FDJ, je pense chez Visma, par exemple, où on passe de la réserve à l'équipe 1 et les résultats viennent assez vite, autant dans l'équipe Intermarché, c'est vrai qu'on a Hubhart, par exemple, cette année ça n'a pas été dingue, Fort Prost aussi, je crois, était passé par l'équipe Circus, pas forcément de grands résultats. Il y a souvent un énorme délai entre l'équipe Espoir et l'équipe 1, ça sera peut-être corrigé avec le fait d'avoir fusionné avec la formation Lotto, et également d'avoir fusionné ces équipes de développement. 2 coureurs, eux, viennent de l'équipe Flanders. On rappelle l'équipe Flanders qui n'aura plus de partenaires, plus de sponsors à la fin de l'année 2026. La Flandre qui retire ses billes, car il considère, la Flandre, qu'il n'y a plus d'intérêt, on va dire, à avoir une équipe qui forme des jeunes, en sachant qu'on a déjà les équipes de formation des équipes World Tour, donc ce qui fait que certains coureurs se disent faut peut-être mieux que je parte cette année avant de me retrouver sur le marché des transferts avec beaucoup de mes équipiers, et peut-être soit être obligé de me brader, soit ne pas avoir la formation que je veux, soit être obligé de m'arrêter si les propositions ne sont pas bonnes. L'INSEE de Wilder qui a eu quelques résultats sur des Coupes de Belgique, sur des Coupes de France, et là qui sera là aussi pour épauler, je pense, les sprinters. Il aura un travail d'équipier. L'INSEE de Wilder, et puis on a également Jonas Gens, là également coureur qui avait rejoint la Flanders en cette année 2025 et qui rejoint donc Alpecin, coureur qui était passé notamment par la Tarteletto Isorex, cette formation belge de Continental qu'on voit quand même assez souvent dans le calendrier. Cette année, on peut noter une 8e place sur le Tour de Norvège comme résultat marquant, en étant 6e de l'étape de Haute-Dalle. Voilà, l'étape numéro 2. Il avait fait également 7e d'une étape du Tour de Turquie. Voilà pour le résultat de Jonas Gens.
Contrat jusqu'en 2027, parce que je ne sais plus si je l'ai dit pour tous ces coureurs-là. Autre coureur qui arrive, eh bien, comme Première Tech change de formation, on retrouve des coureurs canadiens, notamment Hugo Hull. 35 ans, Hugo Hull, contrat d'1 an jusqu'en 2026. On retrouve également Gerben Tyson, le sprinter d'Intermarché, qui sera une des nombreuses cartes au niveau du sprint pour l'équipe belge, parce qu'on a déjà Caden Groves, on a aussi Jasper Philipsen, donc on verra s'il aura un rôle de leader même, ou s'il aura un rôle plutôt de poisson pilote, pardon. On recrute également un coureur qui vient de l'équipe Park Hotel masculine, Tim Marsman, contrat jusqu'en 2027 également pour ce coureur. Et puis Sente Saint-Jens, je prononce certainement assez mal, Sente Saint-Jens, coureur qui avait remporté le Grand Prix Cerami l'an dernier, vainqueur de la Youngster Coast Challenge en 2025, spécialiste des classiques et sprinter pour ce coureur qui a seulement 20 ans, mais qui est déjà extrêmement prometteur. 4e également du Grand Prix Rick Van Looy, donc des courses importantes en Belgique. Il avait déjà été avec Alpecin sur le Tour du Danemark cette année, notamment. Il a fini, il a remporté une étape de la course cycliste de Solidarnosc et des champions olympiques en Pologne, qui est une course importante également dans les catégories espoir et junior. Et il avait fini 2 fois deuxième d'étape et 1 fois troisième. Voilà, il y avait une seule étape où il n'avait pas fini sur le podium. Il a également été vice-champion de Belgique espoir cette année. Donc voilà, grosse recrue avec Sente Saint-Jens, qui était dans l'équipe de développement, tout simplement, de cette formation. On poursuit avec les informations et notamment une mauvaise nouvelle, parce que pour moi c'est une mauvaise nouvelle, le fait que la course féminine de Paris-Roubaix se déroulera désormais le dimanche, un peu comme pour le Tour des Flandres, ou pour la majorité des courses de Flanders classiques. La course féminine arrivera à peu près 1h, 1h15 après la course des garçons, ce qui fait que en termes de visibilité, je trouve ça énormément néfaste. C'est vrai que le fait d'avoir la course féminine le samedi et la course masculine le dimanche, ça a apporté énormément de visibilité pour la course féminine. Comme quoi, il y a encore énormément de travail quand vous avez des gens qui s'auto-congratulent avec le cyclisme féminin et que moi je suis plutôt... certains diraient pisse-froid, mais je suis plutôt plus contrôlé dans mes propos sur l'évolution du cyclisme féminin sur les 15 dernières années. Il y a eu une belle évolution, mais il y a encore énormément de travail à faire. Là, par exemple, je trouve que c'est un recul en arrière. Alors on nous dit c'est pour des raisons budgétaires, c'est pour des raisons de sécurité. Alors les raisons de sécurité, voilà, ASO quand même. Les raisons budgétaires, ASO quand même. Vous savez combien vous gagnez? Alors je n'ai pas encore vu le résultat de cette année de ASO, mais je pense pas que vous soyez à 2 doigts de la faillite. Voilà, donc c'est un peu des économies de bout de chandelle, on pourrait dire ça comme ça. Et ça se fait forcément sur le cyclisme féminin, ça se fait pas sur la course espoir, par exemple, ou sur la course des amateurs, on va dire, des cyclotouristes. Alors, on aurait pu dire, bon, c'est les cyclotouristes qui prennent. Eh bien non, c'est forcément les femmes. Quand je dis très régulièrement que ASO n'en a pas grand-chose à foutre du cyclisme féminin, je crois qu'on a quand même un petit peu la confirmation avec ça. C'est pas du tout leur priorité et ça n'a jamais été leur priorité. Le cyclisme féminin, quand certains un petit peu me rigolaient dans les commentaires quand je disais ça, je crois que là, nous avons un petit peu une confirmation. Parce que, encore s'ils avaient avancé que le point de vue sécuritaire, on aurait pu dire, oui, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui parfois d'avoir la garde républicaine, d'avoir les policiers qui sont parfois sur d'autres terrains d'intervention, mais les raisons budgétaires, ça ne tient pas la route. Et puis, je suis désolé, mais quand on est ASO, qu'on est quand même peut-être aujourd'hui l'organisation cycliste
et de l'organisateur de course, pardon, le plus important du calendrier, avec Flanders Classic et avec RCS, je pense quand même qu'on a les moyens de se débrouiller pour permettre aux filles d'avoir une journée pour elles et les garçons d'avoir une journée pour eux. Je le déplore déjà assez régulièrement, vous savez, quand je parle des courses féminines du calendrier, notamment les classiques qu'on débriefera. J'essaierai de les débriefer, mais je rappelle, c'est toujours une vraie difficulté pour moi parce que si je veux débriefer la course des garçons rapidement, eh bien, je suis obligé à chaque fois de regarder les filles en replay. Et ça, moi, j'aimerais ne pas être obligé de le faire. Et c'était, je trouve, le vrai avantage de Paris-Roubaix, c'est que Paris-Roubaix féminin, je pouvais le débriefer le samedi dans l'après-midi, tranquillement, et pouvoir débriefer la course des garçons ensuite. Et ben là, je ne pourrai plus le faire. Les filles, donc, seront débriefées le lundi ou le mardi. Et forcément, bah, ça fait une vidéo YouTube qui sera moins visible. Donc là encore, moins de visibilité pour les filles. Mais voilà, là je suis dépendant de l'organisation de la part d'ASO. Autre mauvaise nouvelle pour le cyclisme norvégien, qu'on pensait plutôt prospère, avec notamment la montée d'Uno X en World Tour, eh bien il n'y aura pas de Tour de Norvège, on devra se contenter de l'Arctic Race pour les courses cyclistes en Norvège, enfin, à part si cette course est annulée, à cause de coupes budgétaires inattendues de la part de gouvernement. Et oui, hein, le sport, c'est souvent l'un des budgets qu'on diminue le plus. Regardez le dernier budget en date de la France, c'est le budget du sport qui a trinqué notamment énormément. Eh bien, c'est également le cas du côté de la Norvège. On décide plutôt d'investir sur d'autres disciplines. C'est dommage parce que c'était une course qui était là au calendrier quand même depuis une quinzaine d'années, hein, vous voyez, 2011 pour la première édition. Et c'est dommage surtout quand pour la première fois de son histoire, une équipe norvégienne sera en World Tour l'an prochain. Dries de Potter, lui, rejoint la Jayco Alula, contrat de 2 ans pour Dries de Potter. Alors Dries de Potter, chez Intermarché, il a remporté une étape sur le Tour de Kyushu au Japon en fin de saison. Sinon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de résultats. C'est plus un équipier Dries de Potter qui donc rejoint la Jayco Alula, en sachant qu'il avait quand même une petite attache déjà avec cette équipe-là, car il avait passé 1 an chez Hagens Berman Axeon. Alors à l'époque, l'équipe réserve n'avait pas forcément d'attache avec la Jayco Alula, mais comme maintenant c'est la réserve de la Jayco Alula, ça a peut-être aidé au transfert de ce coureur là aussi parmi les victimes de la situation de la fusion entre la Jayco entre la Intermarché pardon et la Lotto. Je vais y arriver. Jack Haig rejoint la Ineos. Du côté de Jack Haig, coureur qui est un petit peu en perdition en termes de résultats depuis quelques saisons, qui faisait partie un petit peu des meubles chez Bahrain Victorious, parce qu'il était là depuis quand même de nombreuses années. On l'a vu parfois cette année, en 2025, dans des échappées, mais c'est vrai qu'il n'a plus forcément le rendement qu'il avait à une époque. Là, je pense qu'il aura le rôle d'équipier, peut-être, pour Kevin Vauquelin. Baptiste Huillet, le coureur de la Unibet, lui, rejoint le team Bike Aid. Vous savez, cette équipe composée d'énormément de nationalités, coéquipe continentale qu'on voit notamment chaque année sur le Tour d'Allemagne. Lui qui faisait partie de l'équipe Unibet depuis 2 ans, mais encore une fois avec le renforcement de cette équipe, avec l'arrivée notamment de Dylan Groenewegen, mais de pas mal de coureurs talentueux, eh bien ces coureurs qui n'avaient pas forcément réussi à performer en 2e division sur des courses importantes au calendrier sont les victimes, les victimes dans ce genre de situation. Il a été stagiaire chez Van Rysel également dans sa carrière, passé par le SCO Dijon, le CC Etudes, Bourg-en-Bresse également. Il a fait un peu les clubs les plus importants de France chez les amateurs, donc rejoint le Bike Aid. L'idée, ça sera de se montrer pour ce coureur français qui, c'est vrai, en 2 ans, n'a pas eu forcément de grands résultats. On peut noter une 12e place sur la Mercantour Classique en
2025, mais une épreuve où il n'y avait pas énormément de monde en termes de densité sur la liste de départ. Un autre coureur qui quitte le monde du World Tour, c'est Stan Van Tricht qui a rejoint l'équipe de développement de la Soudal Quick-Step. Lui qui avait remporté un petit peu à la surprise générale la Coppa Bernocchi en 2024 en étant en échappé. Alors à ce moment-là, il était déjà en fin de contrat. Alpecin l'avait renouvelé pour 1 an, mais en 2025, les résultats n'ont pas été suffisants et il n'y a pas eu ce petit coup d'éclat pour sauver le coureur belge, donc qui rejoint l'équipe de développement de la Quick Step. Est-ce que ça lui permettra en 2027 ou en 2028 de rejoindre l'équipe 1? Ça, c'est la grande interrogation, mais il sera là pour encadrer les petits jeunes. On a également Guillermo Thomas Silva qui rejoint la XDS Astana, coureur qui a remporté le Tour of Magnificent King A et surtout 2 fois deuxième du Tour de King Lake en 2025 et 2024. C'est peut-être ce qui a tapé dans l'œil d'Astana qui est souvent présent, cette équipe souvent présente dans les courses chinoises et dans certaines courses asiatiques. Ils se sont peut-être dit tiens, lui il est talentueux. Il avait fait également deuxième du Grand Prix Industria et Artigianato en 2024 du côté de l'Italie. Pour moi c'est quand même une bonne recrue. Pour moi il mérite en fait de monter dans une équipe un petit peu plus grosse, parce que je trouvais que chez Cara Rural, il arrivait quand même assez souvent à faire des choses intéressantes. Je pense notamment sur les grandes courses espagnoles. Donc là, ça va peut-être être pas mal. Vainqueur d'une étape cette année également sur le Grand Premio International Belash et Sela de Estrela du côté du Portugal. Et 6e des boucles de l'Aune, parce que c'est un coureur qui a une très très bonne pointe de vitesse. Donc on verra ce que ça donnera du côté de la XDS Astana pour l'an prochain. Et nous avons fait le tour de cette petite fiche. Je rappelle, parce que j'ai oublié de le dire, qu'à chaque fois ce sont les visuels du groupe Eto. Vous pouvez retrouver ces visuels sur leur page Twitter. Ils ont également un forum pour la présentation des courses, notamment du côté du groupe Eto. N'hésitez pas à faire un petit tour, voilà, du côté de ce forum, voilà, et c'est la page Twitter qui me permet d'avoir la plupart des informations. Jean-René Bernaudot, n'hésitez pas à vous abonner à leur page Twitter, notamment. Vous voyez que moi je suis abonné. Jean-René Bernaudot quitte le manager général de la Total Energy, qui va devenir PDG, mais qui ne sera plus, on va dire, responsable sur les courses, qui ne gérera plus la partie sportive, il gérera plus la partie administrative, ce qui était très clairement le cas ces dernières années. Donc Stéphane Helot, lui, reprendra ce poste de manager général du côté de la Total Energy. Alors en sachant qu'il s'est fait attaquer par Jérôme Pinault sur RMC, qui a dit qu'il avait voilà, que c'était un branquignol presque. Enfin, je sais plus. Il a eu des termes assez durs, Jérôme Pinault, dans la grande gueule du sport. Bon, moi j'ai envie de dire, quand on se fait attaquer par Jérôme Pinault, plutôt que Pluto, quoique dans le cyclisme, sur l'affaire de la BNB Hotel, il avait été un petit peu pas très intelligent, un petit peu comme Pluto à l'époque, Jérôme Pinault. Mais voilà, quand on s'appelle Jérôme Pinault, normalement, si on est normalement constitué en termes de cerveau, eh bien on se ferait plutôt petit et on parlerait pas dans les médias et on n'aurait même pas demandé à être recruté par l'équipe de RMC. Je pense aussi, pour tout vous dire, que ces informations qui ont été transmises à Jérôme Pinault viennent de Jérôme Coppel, parce que pour moi, Jérôme Pinault et Stéphane Helot n'ont jamais été proches, on va dire, dans le cyclisme. Par contre, Jérôme Coppel sort Sojason. Il y avait, pour moi, en souvenir, Stéphane Helot. L'équipe s'était arrêtée, donc je pense que ça vient de Jérôme Coppel. Après, quand on décide de prendre des informations d'un mec qui travaillait avec le docteur Mabuse, avec Bernard Sens, bon, comment vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit attaqué par Jérôme Pinault. Voilà. Chez Lotto, sur les 3 dernières années,
Il a fait avec les moyens du bord au niveau financier après le départ de Dessini. Il a réussi quand même à... Je pense qu'il a réussi à être offensif avec Arnaud Delis et je pense que les derniers résultats d'Arnaud Delis, ça vient aussi de la manière dont Stéphane Hulot, à un moment, lui a dit mon coco, va falloir quand même que tu te ressaisisses et que tu te reprennes un petit peu parce que voilà, c'est pas bien ce que tu fais. Il y avait eu voilà en avril, en gros, Stéphane Hulot avait dit pour le moment on le fait pas courir parce que de toute manière ça sert à rien, il est pas sérieux à l'entraînement. Donc je pense que voilà, Stéphane Hulot dans ce côté-là a été plutôt pas mauvais. Après, bon, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. C'est vrai que c'est surprenant de pas voir un coureur qui est passé dans l'équipe de Jean-René Bernaudot. Après, c'est pas comme s'il y avait eu des propositions les années précédentes et que Jean-René Bernaudot avait dit non. On sait qu'il y a eu des propositions. On sait que il y a pas mal d'anciens coureurs qui avaient eu envie de reprendre la structure de Jean-René Bernaudot. À chaque fois, il avait dit non. Jean-René Bernaudot, peut-être qu'il aurait fallu aborder la chose différemment pour ces gens-là. Je pense qu'à chaque fois, on voulait en fait évincer Jean-René Bernaudot, ce qui n'a peut-être pas été le cas de Stéphane Hulot, qui a dit, moi, voilà, moi, je veux gérer le côté sportif, pas forcément gérer tout le côté administratif derrière. Et toi, si tu gères la partie financière, la partie avec les VIP, ça me pose aucun problème. Et ça s'est peut-être mieux passé, en sachant qu'il y aura quand même un énorme boulot pour cette structure en 2026. Ça sera de retrouver un sponsor avec le départ de la Total Energy, et ça va pas être du gâteau, vu la situation financière de la France qui n'est pas forcément excellente, et vu la situation du cyclisme en ce moment, on a plus souvent des arrêts d'équipe que des équipes nouvelles qui se créent. Vu que le cyclisme, comme je le dis assez souvent, vit au-dessus de ses moyens en ce moment. Tiens, petit récapitulatif des différentes équipes qui seront présentes du côté du World Tour et du Pro Team en 2026. L'arrivée donc de NSM, qui est en fait l'ancien nom de Israël, mais qui monte donc en World Tour, confirmation. L'arrivée également de la Uno X, également. Départ donc de la Cofidis, mais qui courra toutes les courses, comme la Q36.5, Pinarello Q36.5 et la Tudor. Ces trois formations-là qui pourront courir sur toutes les courses World Tour, enfin qui voilà, auront les invitations du World Tour. Et puis du côté des équipes World Tour, eh bien il faut quand même souligner que la Picnic Post-NN n'a pas une licence sur 3 ans, mais seulement pour 1 an. Il semblerait qu'au niveau des documents financiers, eh bien il n'ait pas réussi à convaincre énormément l'UCI, donc il faudra montrer des documents financiers d'un peu meilleure qualité, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Tout simplement pour la pique-nique post-NL. Donc il va falloir réussir à trouver de l'argent supplémentaire pour la pique-nique post-NL en 2026. Et puis donc dans les équipes Pro Team, l'arrivée de 2 formations, la MBH Bank CSB Télécom Fort. Ah, j'ai réussi du premier coup sans bafouiller, c'est quand même presque un miracle. Donc, équipe, anciennement l'équipe Balan qu'on avait en Continental, mais qui est rejoint par un sponsor hongrois, et un projet soutenu par George Hincapie, le Modern Adventure Pro Cycling Team, le retour d'une équipe américaine. Oui, il y avait Novo Nordisk, mais une deuxième équipe américaine après le départ de Human Powered Earth. Donc voilà, Modern Adventure Pro Cycling Team, équipe soutenue par George Hincapie. Forcément, ça va faire causer, ça va faire jaser dans le monde du cyclisme, vu que Georges Hincapie a été impliqué dans l'affaire US Postal. On poursuit avec les équipes féminines. Donc du côté des équipes féminines, l'arrivée de ma petite entreprise, voilà, dans les équipes Pro Team. Également une formation Mayenne Montbana Maipi, qui doit être en fait peut-être l'ancienne formation, j'ai oublié le nom de cette équipe, qui était en 2e division cette année, qui a fait 2e derrière le Teclaes. J'ai oublié le nom, ça doit être peut-être le nom de cette équipe. Je vais vous le retrouver tout de suite, parce qu'on va faire la recherche en direct.
Hop, hop, c'était l'équipe, c'était le nom d'un vélo chinois. Mais j'ai oublié le nom de cette formation. 2025. Hop. C'était l'équipe Wingspace. Voilà, donc ça doit être le nouveau nom de Wingspace. Voilà, c'est le nouveau nom de Wingspace qui sera. C'était Nerlo. Aurélia Nerno, je crois qu'elle avait fait deuxième derrière le Tecla S. Donc voilà, qui est le nouveau nom de cette équipe. Laboral Kucha, Lotto Ladies, eux, étaient des équipes de deuxième division. Est-ce que la Lotto Ladies, par contre, aura plus de moyens avec la fusion avec Intermarché? Ça, c'est une grande interrogation du côté du World Tour. Le départ de la Ceratizit, le départ également de Roland, qui était là depuis de nombreuses années. Alors Roland, c'est vrai qu'ils étaient en World Tour. Tu te demandais un peu ce qu'ils foutaient là. Donc, ce qui permet à d'autres équipes de monter, notamment la EF qui grimpe du côté du World Tour. Et puis, toujours cette question avec la pique-nique post-Enel, parce que c'est vrai qu'on a un petit peu des inquiétudes. On a également l'arrivée... Non, il n'y a que l'arrivée de EF, pardon, du côté du World Tour, avec la disparition de Ceratizit et Roland. Voilà, pour les petits points sur les équipes et puis d'autres coureurs qui changent de formation. C'est le cas d'Alexis Fort-Prost, hein, je vous en avais parlé chez Intermarché pour le moment. On peut pas dire qu'il nous avait ébloui par son talent. Jeune coureur de 21 ans, peut-être arrivé un petit peu trop tôt dans le monde du cyclisme professionnel et qui rejoint la pique-nique post-Enel. Lev Gonov, parce que c'est comme ça qu'il prononce. J'aurais dit Gonov, moi, de base. Mais désormais sur Pro Cycling Stats, vous avez certains coureurs qui ont leur nom en sonore, ce qui là est une invention exceptionnelle. Ça, je peux vous dire que Pro Cycling Stats, c'est une très très belle invention d'avoir fait ça, et ce qui permet donc d'avoir la prononciation par les coureurs eux-mêmes, et donc il dit Lev Gonov, donc coureur qui était dans l'équipe de développement de la Astana, qui rejoint l'équipe 1. En termes de résultats pour Lev Gonov, il a fait 6e de la première étape du Tour de Taikou Lake, déjà avec l'équipe Astana, vainqueur du championnat de Russie, qui n'est plus un championnat officiel, mais il a remporté ce championnat de Russie, 5e d'une étape du Tour de Eman également, et puis pas mal de quelques résultats sur des courses en Italie, mais il a déjà énormément couru avec l'équipe 1 de la Astana sur cette année 2025, coureur russe de 25 ans, notamment vainqueur d'une étape du Tour de Turquie cette année. J'avais même oublié de vous dire. Voilà, il avait remporté l'étape de Marmaris, voilà, sur le Tour de Turquie. C'était une étape qui était arrivée au sprint sur une étape légèrement vallonnée dans le final. Il avait battu Tibor Del Grosso, ce qui est quand même pas mal, Lander Lox et Giovanni Lonardi, voilà, et Andreas Kron aussi qui avait été battu ce jour-là, donc pas mal du tout, comme qu'on dit. Et puis Ned Pringle également, qui était dans l'équipe de développement de la Red Bull et qui va rejoindre l'équipe de développement de la Decathlon. Deuxième des championnats du monde espoir du contre-la-montre, septième également du Sibiu Cycling Tour. Donc c'est assez surprenant qu'il reste dans une équipe de développement. Après c'était peut-être un choix de sa part, ou peut-être qu'on n'avait pas beaucoup mieux à lui proposer, mais c'est quand même la première fois que je crois que l'équipe de développement de la Decathlon chope un coureur d'une autre équipe de développement, ce qui montre quand même qu'on considère que cette formation-là fait du bon boulot, notamment du côté des agents de coureurs. Je termine avec Victor Garnalec et Léandre Lozoué qui ont trouvé un point de chute de Arkea. Ils vont rejoindre l'équipe CIC qui change de nom.
l'équipe CIC Team Nantes, et j'ai oublié le nouveau nom de cette formation, mais dont on fera la présentation en début de saison. Mais voilà, Victor Guernalec, Léandre Lozoué. Guernalec, c'est dommage qu'il ait quand même pas réussi à trouver une place dans une équipe de deuxième division. Par contre, pour Léandre Lozoué, bah, ça va lui permettre de progresser également. Et puis on termine avec Baptiste Poulard. Alors là, c'est une histoire intéressante, hein. Baptiste Poulard, qui donc était U23 chez Arkea et qui va rejoindre pendant 3 ans, parce qu'en plus un contrat longue durée, une équipe asiatique, et surtout il va changer de nom parce qu'il a la double nationalité. Il va prendre la nationalité thaïlandaise. Il va s'appeler désormais Atit Poulard. Voilà, à partir de 2026, au niveau de sa licence. Toujours ce folklore un petit peu, hein, du cyclisme asiatique. C'est vrai que c'est dommage que Romain Molina fasse pas des reportages sur le cyclisme en Asie, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, je pense. C'est, comme il aime bien le dire, il y a du folklore, voilà, dans ce cyclisme asiatique. Il y a un petit peu magouille et compagnie, moi je dirais, hein. Il y a des trucs parfois, c'est pas très reluisant. Ça serait intéressant un jour qu'il y mette son nez. Romain Molina. Bonne nouvelle, mais pas vraiment une surprise, vu le talent du coureur Matthew Brennan, qui prolonge avec la Jumbo Visma, contrat longue durée jusqu'en 2029. Après, du côté des contrats, j'ai l'impression qu'en ce moment du cyclisme, ça veut plus dire grand-chose, ce qui ne me rassure absolument pas sur l'état du cyclisme, parce qu'encore une fois, on n'a pas les revenus du football. Donc essayer de faire comme le football, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle également du côté des contrats, et il faudrait quand même que l'UCI réagisse rapidement, je pense. 3 coureurs qui rejoignent la Total Energy en provenance de la Arkea. Thibaut Guernalec, le frère de Victor. Pierre Thierry, autre coureur talentueux. Et puis Mathis Lebert. On est quand même plutôt sur des profils de plat, pas forcément des profils montagne. Donc ça va peut-être aider des coureurs comme Emilien Janière, notamment pour les sprints. Il y aura déjà un petit souci du côté de la FDJ United. Il n'y aura pas le Tour du Doubs. Vous savez que normalement il y a le triptyque franc-comtois désormais, mais un problème de finance pour l'organisateur. Alors en fait c'est un petit peu compliqué. Mais le VC Morteau a un bilan négatif dans le rouge, et la course dépend du VC Morteau Montbenoît, et donc voilà, comme le club est dans le rouge, et bien pour essayer un petit peu d'améliorer les finances du club, on décide de ne pas organiser la course cette année. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu problématique, parce que l'avantage de ce triptyque franc-comtois pour les équipes, c'était de pouvoir avoir 3 jours de course, 3 classiques. Ça permettait d'avoir pas mal de points au classement UCI, et on a vu ces dernières années, la Groupama notamment emmenait souvent des très très belles équipes sur ces épreuves de Coupe de France. Donc là, il faudra voir si cette année, ça va pas également nuire aux 2 autres épreuves. Donc voilà, dommage du côté du Tour du Doubs, qui espère revenir au calendrier en 2027. On poursuit avec des prolongations de contrat du côté de Mathias Kelmose, qui nous avait fait un petit peu un caca nerveux avec l'arrivée de Juan Ayuso. Et bien au final, il prolonge, alors qu'on pensait plutôt que, vu ce qu'il avait dit dans la presse, il allait partir. Contrat jusqu'en 2028, donc 3 ans de contrat encore pour Mathias Kelmose, le coureur vainqueur de l'Amstel cette année, mais qui en même temps n'a pas réussi à performer à la fois sur le Tour de France, et qui est tombé quand même à 2 reprises sur le Tour et sur Paris-Nice. Pour ceux qui s'en rappellent, grosse chute notamment sur Paris-Nice. Sam Welsford, le spécialiste du Tour de Nander, rejoint quant à lui l'Ineos pour 2 ans de contrat. J'ai envie de dire, ça a marché avec Caleb Ewan, pourquoi pas avec Sam Welsford? Voilà, du côté de la formation britannique, donc qui récupère un sprinter, parce qu'ils avaient pu
Ils avaient perdu également Viviani qui était parti chez Lotto en 2025. Donc ils ont Ben Turner, mais il leur manquait peut-être un peu de sprinter du côté de cette formation qui veut également être présente hein, du côté du sprint pour le moment. Clément Venturini lui a trouvé un point de chute avec cette formation qui arrive quand même, qui a cette faculté à récupérer des coureurs et je trouve à faire des bons coups sur le marché des transferts. Déjà l'an dernier, avec l'arrivée de Lucas Koubis, mais cette année, je trouve que Unibet avec Victor Lafay, avec Venturini, parce que on sait très bien que des coureurs, des fois, quand ils se retrouvent presque dos au mur, au pied du mur, ils arrivent parfois à se relancer. En plus, à chaque fois, c'est des contrats d'un an. Donc, en gros, si ça marche pas un problème. Venturini, on le voit, du côté du cyclocross, ça a été plutôt pas mal, je crois, en France, pour suivre ça de très très loin. Donc ça, c'est intéressant du côté de cette formation française. Je vous avais informé que Franz Schleck arrivé du côté de la direction sportive de l'équipe féminine Lidl Trek. Eh bien, on a également l'arrivée d'Andy Schleck, le petit frère, qui lui va être manager général adjoint de cette équipe, Lidl Trek. Donc voilà, une nouvelle aventure du côté du cyclisme pour les frères Schleck, qui ont toujours tout fait ensemble. Hein. C'est ça qui est assez phénoménal. Entre Franck et Andy, ils ont rarement été séparés l'un de l'autre. Ineos qui annonce également la création d'une équipe académie, ce qui je crois en World Tour était l'une des dernières à ne pas avoir d'équipe réserve, ce qui était un peu une surprise quand même, parce qu'on voit que ça aide énormément de formation, avec le fils de Michael Rogers, Cameron Rogers, le frère de Lorenzo Milesi, Nicolas Milesi. On aura également un Français, Hugo Boucher, et puis on aura également George Charlton et Theodore Storm, avec également Niklas Michele, qui seront dans cette équipe. Donc qui fera sa première année. Et vous voyez donc ce nouveau maillot, enfin une partie du nouveau maillot, parce que le cuissard est également particulier. Après le départ de Jean-René Bernaudot, le départ également de Marc Madiot, ce qui est une demi-surprise. Une demi-surprise parce que moi je m'attendais plutôt à ce que ça arrive l'an prochain. Mais c'est arrivé dès cette année. Après, je vous l'avais dit plusieurs fois en vidéo, je commençais à voir un Marc Madiot qui prenait de plus en plus de recul dans sa manière d'appréhender le cyclisme. Donc de le voir arriver en tant que PDG comme Jean-René Bernaudot, on voit que c'est on a une prise de recul par rapport aux sportifs et on voit qu'en fait aussi c'est l'arrivée de son bras droit qui est Thierry Cormec, qui est en fait un mec qui vient de Lapierre. C'est un ancien de Lapierre. Comme chez Cofidis, on a un mec qui vient de Look. On a de plus en plus de managers généraux qui viennent en fait du monde de l'entreprise et plus forcément du monde du cyclisme. Ça aussi, c'est quelque chose quand même qu'on voit depuis plusieurs années, avec des managers qui ne viennent plus forcément du monde du cyclisme, qui viennent plutôt du monde de l'entreprise. Et donc la Groupama FDJ, qui va tenter de se relancer après 2 dernières années qui n'ont quand même pas été excellentes en termes de résultats. Donc s'il a peut-être joué également sur cette mise en retrait un petit peu de Marc Madiot, mais forcément, avec le départ de Jean-René Bernaudot, en France, c'est quand même une page qui se tourne. Avec le départ de Vincent Lavenu également, le départ aussi de Cédric Vasseur. C'est un peu une page qui se tourne quand même du cyclisme au niveau des managers et donc de cette arrivée des gens de l'entreprise ou des gens qui ont fait des études dans le monde des managers, parce que je crois que Stéphane Hulot, il a fait des études en management à l'époque. Et ce qui fera peut-être que dans quelques années, ça sera Romain Bardet qui a fait des études en école de commerce, Romain Bardet, ou en école de management aussi, qui arrivera peut-être à diriger une des futures équipes du peloton. Dans les transferts, Lucas Boniface qui retourne chez les amateurs. Pas forcément de
Grand résultat chez les professionnels du côté de chez Total Energy. Camiel Bonnieux qui rejoint la solution Tech. Vous savez que pourtant, je n'apprécie pas énormément cette équipe, mais là, je trouve que c'est un bon choix pour les deux. Et puis, on a Scaroni qui prolonge avec la SDS Astana. Pas une surprise vu les résultats qu'il a eu. Santiago Mba, lui, rejoint, passe de l'équipe de développement de la SDS Astana à l'équipe Solution Tech. Compliqué ces derniers temps du côté de Santiago Mba. Il n'a jamais réussi véritablement à s'imposer chez XS Astana. Magdalene Valdière prolonge chez EF. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Contrat jusqu'en 2028. Et enfin, Martin Reisenberg qui rejoint Martin Reisenberg. Il rejoint, excusez-moi, hop là, la petite fiche ici, l'équipe Unibet, voilà, pour 2 ans. Il a été stagiaire à la Q36, il a été dans l'équipe Parc Hôtel également, Martin Reisenberg, vainqueur cette année de la Flèche du Sud, course importante du calendrier chez les Espoirs. Il a fait 5e également d'une course exhibition avant le Tour de Kyushu. Et puis 19e du Crest-Braise Elite et vainqueur donc de la Flèche du Sud sans avoir remporté l'étape. Pour ce coureur, voilà, à souligner. Plutôt profil sprinter, semblerait-il. Et Magdalene Valdière qui prolonge. Et puis des dernières informations. Solution Tech qui va avoir l'arrivée d'un sponsor japonais. Et avec la prolongation de Yukiya Arashiro qui va avoir 42 ans l'an prochain, Yukiya, qui sera donc le doyen voilà, des coureurs du World Team Pro Team, du côté de Yukiya Arashiro. On verra comment cette équipe arrivera à s'en sortir parce que c'est un petit peu compliqué. Ils font partie des équipes de deuxième division qui ne pourront pas aller sur les grands tours car ils ne font plus partie du top 30. Et puis, dernière info qui était une rumeur sur ce mois de décembre, mais qui est confirmée désormais avec un contrat à long terme. Donc, je veux un petit peu tout à rien dire, surtout quand on voit que c'est un coureur qui a déjà cassé son contrat une fois pour avoir ce contrat à long terme. Voilà. Oscar Only, le 4e du dernier Tour de France qui rejoint Ineos. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour Kevin Vauquelin, ça, parce que Oscar Only, bah, c'est quand même un coureur très talentueux et qui marche un peu sur ses plates-bandes à Kevin Vauquelin, mais qui va rejoindre la Ineos. Après, c'est vrai que c'était le coureur britannique. Avec Matthew Brennan, ce sont les 2 coureurs britanniques les plus talentueux. Ineos se devait d'essayer d'en récupérer un. Ça a coûté 6 millions d'euros, semblerait-il, selon les rumeurs, pour recruter Oscar Only. Une info qui vient de tomber donc en ce 26 décembre. On passe aux équipes. Je voulais vous montrer ça, mais en fait j'aurais dû vous le montrer plutôt en décembre parce qu'il y avait encore beaucoup d'équipes qui n'étaient pas aux 27 coureurs réglementaires pour le World Tour. Désormais, tout est réglé. Vous le voyez, il y a assez peu de chances qu'on ait encore des gros transferts qui arrivent en World Tour car la plupart des équipes sont au moins un 27. Alors, il y a peut-être encore Movistar qui pourrait compléter son recrutement avec un coureur. Visma peut-être aussi qui n'est qu'à 28. Mais voilà, on est entre 27 et 30. Donc on est 30, je rappelle, c'est la limite haute. 27, c'est la limite basse. Donc à part la Movistar peut-être, où il y a encore des possibilités de recrutement, je pense que du côté du World Tour, on ne devrait pas avoir de grands changements dans les équipes. En deuxième division, là aussi, ça risque d'être un peu compliqué. Cofidis est à 30, donc est au maximum comme Q36, comme Unibet également. Donc déjà, c'est Tudor aussi est à 30 coureurs, donc vous avez déjà 4 équipes. On ne peut pas avoir de recrutement. Total est à 28, donc ils sont plutôt hauts. La grande interrogation, c'est peut-être la Bardiani, mais qui semble être quand même en difficulté au niveau financier. La Kern Pharma aussi, qui n'a que 20 coureurs, donc qui pourrait peut-être s'activer un petit peu. Sur le marché des équipes, la Cara Rural est déjà à 26. Bon, je pense que les 2 nouvelles équipes, Modern Aventure et MBH Bank, vont déjà commencer
à 20, et puis ensuite on verra comment ça se passe au bout d'une saison. Donc là aussi, je vois peu d'équipes encore en capacité de recruter pour l'an prochain, ce qui n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on a encore pas mal de coureurs qui sont sur le marché des transferts. Alors plus de Richard Carapaz qui a prolongé, c'était pas annoncé, mais il a prolongé. Mais on a encore Hugh Cartier-Guerrero. C'est quand même une grosse prise de risque, l'un comme l'autre. Voilà, donc c'est un risque, c'est un énorme risque parce que les deux n'ont pas fait des saisons ces derniers temps fantastiques, mais on sait qu'ils ont des qualités en montagne. Donc ça sera la grande interrogation. Voilà, si ces deux-là arrivent à avoir un contrat, Lascano, je rappelle qu'il est techniquement en fin de contrat, mais Lascano s'est fait choper par la patrouille. Louis Barret, normalement, rejoint la Visma. Donc certes, il est marqué comme sans contrat, mais normalement, il doit rejoindre la Visma. Il y a des petits problèmes juridiques, j'ai l'impression, en ce moment. Il y a Matthew Walsh, également, qui était à la Groupama. Il nous a pas vraiment impressionné par son talent. Michel Ries, le luxembourgeois de la Arkea, mais ça risque d'être un peu compliqué comme Antoine Hubi, par exemple, ou Béré, l'Éthiopien également, qui sont sans contrat pour le moment, et qui sont toujours sur le marché en deuxième division. On a encore Chris Froome qui n'a pas annoncé sa retraite, mais bon, voilà, c'est toujours un peu une incertitude. On a également Ivan Sosa, toujours Derek G, parce qu'il y a ce problème juridique. Il devait rejoindre Ineos, normalement, Derek G. C'est pas forcément une bonne nouvelle aussi pour lui d'avoir Oscar Anthony qui arrive. Et peut-être qu'on a pris Oscar Anthony parce que lui, il était disponible, alors que Derek G, il y a toujours ce problème des 30 millions de dollars, normalement. Donc, ça pose problème peut-être à d'autres formations. Mais voilà, je dirais qu'il y a Derek G qui reste le recrutement le plus important à aller chercher pour le moment. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent pour le moment. Du côté, peut-être Bomboy, mais plus pour des équipes de deuxième division, mais de deuxième moitié de classement. Sinon, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis, chez les femmes, oui, c'est comme ça, chez les femmes, il y a Dromova, qui marque pas mal de points chaque année. Voilà, qui est encore sur le marché des transferts. Il y a Sandra Alonso, du côté de la Ceratizit, également. Et puis, Christoforou. Mais voilà, c'est un peu compliqué quand même, Christoforou. Swinkels également. Voilà. Peut-être dans les recrues la plus intéressante. Et Alvarado aussi, qui n'a pas de contrat pour le moment sur la route. Voilà, qui n'a pas renouvelé. Donc il y a un peu ces filles-là où on peut avoir de l'intérêt quand même. Donc il y a encore quelques contrats intéressants chez les filles à faire. Du côté des filles, je crois qu'on a aussi quand même pas mal d'équipes qui sont bien au niveau du nombre de concurrentes. Vous avez même des équipes qui sont à 20 filles, comme UAE et Uno X, ce qui là est assez impressionnant. Mais là aussi, il y a assez peu de place, peut-être chez Livalula, où on n'est qu'à 15, chez Visma également, où on n'est qu'à 15. Mais il y a peu d'opportunités quand même. Et dans les équipes de deuxième division, ouais, peut-être chez Mayenne et chez ma petite entreprise où il y a peut-être encore des opportunités d'aller chercher un contrat, mais c'est pas forcément évident non plus pour ces équipes-là de dégager du budget supplémentaire. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un petit peu longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve encore quelques vidéos, on va essayer de les faire entre les fêtes. Voilà, jusqu'au 31 décembre. Allez, ciao ciao.